Elon Musk contre Mark Zuckerberg. On en parle depuis un petit temps. On n'a pas fait de vidéo. Et puis là, avec l'annonce de Tyson Fury contre Francis Ngannou, on sait comment fonctionne Dana White. On sait qu'il va vouloir faire une annonce qui va choquer le monde. Stipe Miocic contre John Jones, c'était pas assez gros. Donc avec John, on a hésité. On a hésité. On se dit bon, il y a l'UFC 295 à Abu Dhabi qui est une semaine avant Francis Ngannou contre Tyson Fury. Donc on se dit qu'il va construire une grosse carte à ce moment-là. Mais il a le temps de la construire. Là, il a besoin de faire une grosse annonce dans les jours qui arrivent. Et à mon avis, il va mettre bouchée double sur l'organisation de ce combat entre Elon Musk et Zuckerberg. Donc on va en parler. On va parler de l'aspect business. On va parler de l'aspect sportif. On va parler de est-ce qu'on est pour ou contre et on va donner nos pronostics. Mais tout d'abord, on est humain sur la chaîne. John, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Ça va, ça va. Et là, c'est marrant parce qu'on a vraiment réfléchi pas mal de temps à faire cette vidéo. Et au départ, quand on a vu l'annonce, on dit ouais, vas-y, on va pas sauter dedans, c'est un petit peu trop, allez, qu'on va dire commercial, fake, etc. Et en fait, c'était pas vraiment l'esprit de Fight Minds. Mais maintenant, on a un petit peu changé d'avis par rapport à l'aspect, enfin tout ce qu'il y a autour en fait. Bon, on va s'amuser un petit peu en faisant des pronostics. On sait très bien que c'est totalement aléatoire. C'est vrai, mais par contre, maintenant, je crois qu'il y a des vraies implications, tant pour d'un point de vue business pour le sport dans son ensemble. Il y en a aussi, en tout cas, c'est ce que je pense d'un point de vue business pour les deux personnes. Je crois que c'est intéressant d'en parler. Quelles conséquences que ça peut avoir sur leur business et aussi, maintenant, il y a un élément qui nous a vraiment décidé à faire ce podcast, c'est que comme tu le dis, on sait qu'à chaque fois qu'il y a la compétition, qu'il y a quelque chose qui annonce, tout de suite, je crois parfois même la vidéo, elle est déjà prête en fait. On le sait, le jour où Francis a dit qu'il avait signé au PFL, il y avait une petite vidéo de Dana toute bien faite qui annonçait que des bangers. Donc là, du coup, on s'est posé la question, et je crois que c'est la première question à se poser. Oublions un tout petit peu, mettons-le en parenthèse, le combat possible combat entre Elon et Marc. Marc. Et donc si tu étais Dana White, je voulais te poser cette question. Qu'est-ce que tu annoncerais pour vraiment faire plaisir aux fans et vraiment dire, OK, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas autant de lumière sur le combat de Francis Ngannou et le gros que ça représente pour le reste. Voilà. Ah, difficile cette question parce que pour moi, il faut séparer le public en deux. Donc, tu as le grand public, c'est clairement ce combat-là. Oui, c'est Genre ça. pour effacer. Maintenant, si tu veux te concentrer sur le public MMA ou sport de Mais quelle est la combat, probabilité? Attends, parce que la probabilité que ça se passe, bon, on en parlera un petit peu plus loin, mais pour moi, elle n'est pas extrêmement grande. Je crois que c'est plus des mhm. effets d'annonce, même si on voit certaines choses que j'aurais jamais cru voir ça dans ma vie. Donc, sait-on jamais? Mais juste maintenant, la probabilité qu'il y ait un combat à ce moment-là, surtout que moi j'aurais dit peut-être que moi j'aurais plus fait ça pour l'UFC 300, À pas coup tellement sûr. voilà, c'est ça, c'est pour moi c'est UFC 300, c'est le Mhm. combat où tu dis OK, on va faire quelque chose d'exceptionnel. Mais voilà, quel combat est-ce que tu ferais au mois d'octobre pour contrer celui de Francis Ngannou? Ouais, mais en fait, c'est exactement ça. Tu vois, il y a deux trucs à séparer. Pour moi, Dana White, il a besoin de deux choses. Il a besoin de faire une grosse annonce. Pas spécialement aux alentours de Francis contre Fury. Donc, s'il fait une annonce Elon contre Mark pour l'UFC 300 qui aura lieu dans 10 mois à peu près. Donc, ce sera fin du premier quarter de 2024. Oula, je suis 10 ans en arrière. Donc ça, ce serait une grosse annonce pour un peu aplatir ce qui vient de se passer avec Ngannou. Et en plus de ça, comme tu le dis, faire une grosse carte une semaine avant le combat de Francis. Alors moi, d'office, on sait, UFC Abu Dhabi, ça va tourner autour de Islam Makhachev. Je pense que C'est sûr. t'as pas le choix. Le, Contre qui? Parce que là, maintenant, c'est un vrai problème. mais Charles c'est ça. Oliveira, bon, on le sait il le veut pas. Il a dit qu'il voulait combattre à partir du mois de novembre. Et même, c'est pas assez gros. C'est pas assez gros. Oui, Oliveira, parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils l'ont Volkanovski, déjà fait. Donc, même c'est ça. Volkanovski, c'est pas assez gros. Moi, je kiffe ce combat, mais c'est Mhm. pas assez gros. Donc, l'option du siècle, elle est impossible. Ce serait McGregor. Mais Ouais, c'est ça. McGregor, il n'est pas rentré dans l'USADA Pool. Tu peux faire ce que tu veux.
il va pas avoir d'exemption, d'agrégation, peu importe. Donc celle-là, elle est Mais morte. attends, parce que USADA, juste une question pour le fonctionnement de l'USADA. Est-ce que c'est juste pour les États-Unis ou parce que là, ça c'est à Abu Dhabi, donc est-ce qu'ils ont Non, une autorité par rapport à ça? Là, je sais pas exactement comment ça se passe. alors je te dis ça en étant sûr à 85-90%, donc je suis pas sûr à 100%, mais 90, c'est ça pour les Français. je pense que l'UFC s'est associé totalement avec USADA. Ah, Et ok, ok. quand ils vont sur un autre territoire, la commission locale, en tout cas c'est ce que Aldric dit, par exemple quand ils vont en France, la FLD, qui est l'agence de lutte antidopage en France, peut faire les tests des athlètes, mais ils doivent se réguler aux règles de l'USADA. Et l'USADA peut aussi tester sur le territoire. Et de toute façon, comme l'UFC est en partenariat, ou je sais pas si c'est partenariat le bon mot, mais en tout cas l'UFC travaille avec l'USADA, il n'y a pas d'exemption, il n'y a pas d'exception, c'est vraiment tout le monde se fie aux mêmes règles. Pour combattre, quand tu as pris ta retraite ou quand tu es sorti du pool USADA, tu dois re-rentrer dedans et tu dois te faire tester pendant 6 mois avant d'être éligible. McGregor, on sait, il n'est pas rentré dans le pool USADA. Est-ce qu'on sait ça? Aujourd'hui, il Est-ce n'est que pas c'est un rentré. fait? Parce que je me disais, est-ce que c'est possible qu'il soit rentré, mais que tout simplement ils ne le disent pas? Parce que admettons, s'il se fait tester positif, ils peuvent toujours se taire et puis attendre que ça passe ou comment ça fonctionne exactement? Est-ce que c'est possible ils doivent le dire qu'il est rentré dans le pool? Je pense pas que ce soit obligatoire. Ouais, c'est ça. Donc je me dis, Mais peut-être quelque chose d'intelligent de la part de l'UFC, c'est de dire, en fait, McGregor est rentré dans le pool, voilà tout ce qu'il y a eu. On voulait pas le dire parce que, voilà, j'en sais rien, trouver un truc à l'UFC. ah là 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 là. S'ils ont fait ça, c'est effectivement intelligent de dire ok, on ne dit pas que McGregor est rentré dans le pool. Du coup, s'il se fait tester positif, on n'est pas obligé d'en faire une news qui serait une mauvaise pub. Ouais. Mais le truc, moi, ce qui me fait tilter, c'est que tu peux ne pas en parler. Mais Dana White en a parlé il y a 1 mois et demi en le disant lui-même, McGregor n'est pas encore rentré dans le pool, donc si on veut le faire combattre en 2023, il doit rentrer cette semaine dans le pool, et il n'est pas Ouais. rentré dedans. En tout cas, il y a eu Moi, une je sais que annonce c'est comme quoi tiré il par n'était les pas dedans. cheveux, hein, c'est tiré Ouais, par les ouais. cheveux, mais bon, sincèrement, Dana White l'a dit, c'est pas le meilleur argument non plus. C'est pas comme si Dana White disait tout le temps la vérité, Mhm. Alors, voilà. je reviens. Donc, McGregor s'est sorti. Donc, pour moi, le plus gros combat à faire, mais il n'est pas énormissime, mais c'est le combat qui va nous faire le plus bugger en se disant, oh, on s'y attendait pas du tout. Bah, maintenant, on va s'y attendre parce que je le dis et je suis un influenceur. Islam Makhachev contre Leon Edwards pour la ceinture welterweight. Waouh! Waouh, c'est vrai, c'est vrai. Je me disais, mais qui pourrait monter? Et j'avais pas ou qui pourrait descendre, mais en fait, c'est vrai, c'est Makhachev pourrait monter. Ouais, ce serait fort, ça. Ce serait très, très fort. Mais bon, je sais pas si, en fait, le problème, Leon Edwards est dans une situation tellement inconfortable parce que soit il se rebat contre Oliveira, soit il se rebat contre, Volk. Volk. T'as fait un lapsus. T'as dit Edwards. Tu parlais de Makhachev. Ah oui, oui, pardon. Donc, soit c'est contre deux, mais dans les deux cas, Makhachev, s'il combat contre eux, c'est pas incroyable, et s'il ne combat pas, ils vont dire oui, tu fuis. Donc, il est dans une situation vraiment inconfortable au final. Donc, et les autres Ouais, combats, mais tu peux pas vraiment Saroukian, dire etc., qui qu'il pourraient lui donner du fouille fil à retordre. s'il va challenger au-dessus. Ah oui, oui, c'est ce que je dis. Mais alors, est-ce que les gens vont vraiment... Bon, ça, c'est vraiment les puristes aussi. Mais est-ce que tu apprécies vraiment quand t'as pas vraiment défendu, t'as défendu une fois contre un featherweight? Ouais, alors ici, je crois que stratégiquement pour Dana White, il doit s'attaquer plus au public assez large, fans casuels, que aux puristes et aux spécialistes, parce que ceux qui vont faire le plus de bruit, c'est les casuels. Et donc, si tu arrives à faire un Makhachev contre Edwards, je pense que ça va faire assez de bruit et Ouais, c'est d'accord. voilà, avoir ce petit truc de quand même, il cherche à être champ. Alors, je sais que les puristes, il y aura beaucoup de choses sur lesquelles rebondir, mais là, c'est d'un aspect purement stratégique, sport business. Ouais. C'est peut-être ça le plus gros choc que tu peux créer Ouais. en termes d'annonce, le truc le moins attendu et qui pourrait intéresser le plus de monde sur papier, même si Leon Edwards n'est pas un énorme nom pour l'instant. Je vois que ça qui est entre, tu sais, réaliste, logique sur le point de vue sportif et attractif aussi pour essayer Et de Chimaev, tu concurrencer. le verrais pas, Chimaev? Mais Shimaev, euh, le truc c'est que quoi, tu
Bah pour moi, j'ai l'impression que apparemment, il a des problèmes politiques. Enfin, je sais pas si à quel point c'est réel ou pas, mais apparemment, il a des soucis pour combattre aux États-Unis. Et donc, tu as une poule aux œufs d'or comme ça dans un pays musulman. Je me demande si c'est pas le moment de pouvoir pousser Chimaev, qui, on le sait, est une fan et ça fait 1 an qu'il a pas combattu. Donc du coup, Mais pour moi, Chimaev est d'office comme main event de cet événement. Pour moi, tu as Islam Makhachev en main event et Chimaev en co-main event. On a vu des rumeurs comme quoi ce serait Chimaev contre Cannonier, mais encore une fois, si tu veux choquer le monde, là, t'as pas le choix. Alors, tu dois faire main event Chimaev contre Adesanya et co-main event Leon. Ah non, non. Et mais contre et qui co-main passerait event. devant Dricus, enfin, je sais pas, ouais, j'ai Bah, l'impression que tu ferais pas ça parce que tu passes pas devant Dricus à ce moment-là. Enfin, avec toute la hype qu'ils sont en train de faire, ils font monter Adesanya, etc. Tout ça pour dire, ah non, attendez, on va ouais, faire mais le fait que Ngannou contre Tyson Fury soit réel, c'est ouais. absurde. Le mot, c'est absurde. Ouais, Pas dans le sens négatif. C'est dans le sens c'est positivement absurde. ouais, Donc c'est ça. l'UFC, pour contrer ça, ils peuvent se permettre de faire quelque chose de complètement absurde et de dire, ok, tu sais quoi, Adesanya contre Dricus, ça va faire des vues, mais pas à Abu Dhabi. Par contre, Shimaev, Adesanya, ça n'a pas spécialement de sens Mais je crois sportivement. qu'Adesanya, ça va être en Australie. Je crois que ça va être en Australie, c'est en septembre, donc je crois que ce sera même pas possible. Ouais, j'avoue. Non, pour moi, ils l'ont un peu dans l'os. Ils l'ont un peu dans l'os par rapport à ça. Honnêtement, c'est très Est-ce qu'il y compliqué. a un autre combat hors, on va dire, monde musulman qui pourrait vraiment genre hyper tout le monde? Bah, McGregor, c'est mort. Hmm. Entre tout ce qui est déjà annoncé, les disponibilités, même, tu sais, tu peux partir loin, tu vois, un retour de Ronda Rousey. Non, et encore une fois, il y a ce problème de Usada Pool. Des gros combats, tu peux en faire, mais des énormes qui permettent de concurrencer Ngannou contre Fury, c'est dans la structure actuelle de l'UFC, il faut vraiment aller chercher trop loin. Il faut vraiment parce que je te dis, tu vois, même Makhachev contre Edwards, t'es là, tu fais, ça nous surprendrait. Mais est-ce que c'est énormissime au point d'effacer un peu ce qui se passera la semaine d'après? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Donc pour moi, l'UFC c'est vraiment une grosse annonce pour étouffer. Et là c'est le sujet du jour, c'est Musk Bon, on contre peut y aller Zek. maintenant. On a vu que Allez, c'est ça qu'il fallait faire. C'est parti. Question très large pour ouvrir. D'un point de vue business, prenons, voilà, on va vraiment faire hypothétique. Le combat se confirme pour l'UFC 300. Mm-hmm. D'un point de vue business, quels sont les points positifs et est-ce qu'il y a des points négatifs à ça? Oui, en fait, moi, justement, je crois que pour moi, le vrai défaut, c'est le point de vue business. Je m'explique. On parle qu'on les aime ou pas. Là, c'est pas du tout un jugement de valeur et de dire voilà, je supporte ça ou telle personne ou n'importe. Juste d'un point de vue factuel, c'est parmi les plus grands businessmen du monde qui ont parfois plus de pouvoir en leurs mains que certains chefs d'État. Donc du coup, quelles implications est-ce que ça va avoir? D'un point de vue personnel et même physique, ils ont déjà Elon Musk, il a pas 20 ans. C'est je crois qu'il faudrait vérifier, mais je crois qu'il doit 52. avoir voilà, c'est ça, la cinquantaine, j'allais dire. Donc du coup, Zuckerberg, c'est un petit peu différent. On le voit, il a en ce moment les photos qu'on a vues. Franchement, j'étais impressionné par son physique. Vraiment, vraiment, ça se voit que c'est pas, le gars travaille, il a faim, c'est un passionné. Pour ceux qui le savent pas, il est vraiment fan d'MMA. On le rappelle, il avait mis la VR où il combat contre Volkanovski. Il avait un moment, je crois qu'il avait privatisé l'Apex pour pouvoir voir un combat. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné. C'est pas juste ah oui, tiens, j'aime bien regarder ça de temps en temps quand c'est à la télé. Et donc du coup, je me dis, s'il devait y avoir un combat entre les deux, est-ce qu'il pourrait y avoir un risque de avoir des lésions, parce qu'à 50 ans, ton cerveau n'est pas le même. Imaginons une des possibilités, et il faut prendre tout en compte, c'est que crochet du gauche de Zuckerberg, c'est trop bizarre d'imaginer ça, mais voilà, et il le prend pleine tête, et vraiment, on voit que c'est un chaos. Franchement, le risque est non négligeable que ça puisse avoir des conséquences sur énormément de sociétés,
des sociétés qui sont très importantes et sur des milliers d'emplois. Donc, le premier risque, c'est un risque physique. Le deuxième, c'est un risque réputationnel. Nous, on est passionnés, on aime le sport, on sait que c'est un sport, on sait que c'est pas juste de la bagarre. Mais quand tu vas voir mes parents et qu'ils vont entendre, ils vont se battre dans une cage, ils vont se dire, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce monde? Donc, s'ils ne voient pas et ne connaissent pas l'MMA dans son ensemble, ils vont vraiment se dire, ouais, en fait, ils ont envie de faire des combats de rue pour montrer quel est l'homme le plus fort entre les deux. Et en fait, moi, l'aspect qui m'intéresse, c'est vraiment un aspect technique, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'ils peuvent progresser, à quel point est-ce qu'ils sont. C'est intéressant, même juste d'un point de vue physique, d'âge. C'est vraiment un truc qu'on n'a jamais vu. Donc moi, ça m'intéresse vraiment et pas du tout. Tiens, qui c'est qui tape le plus fort au punching ball? Enfin, je m'en fous de ça. Vraiment, c'est pas l'élément qui m'intéresse. Et donc, il y a d'autres choses. C'est que même si c'était un combat de grappling ou même un combat de MMA, est-ce que tu vas le mettre un combat avec un casque qui normalement tu devrais avoir? Donc est-ce que tu vas faire ça, mais alors ça fait comme si vous étiez en train de jouer, donc ça enlève de la superbe du combat? Et est-ce qu'il y a un finish, une soumission ou un KO? T'imagines pas la quantité de mèmes qu'il va y avoir. Imagine même ils sont dans une position un peu bizarre, comme on en a déjà vu certaines au MMA. Tu vas avoir toute ta vie des mèmes qui vont être là-dessus et qui pourraient affecter grandement. Imagine, pour dire quelque chose, l'image. Tu mets un KO à Zuckerberg ou à Elon Musk, il est par terre, il regard vide. Ça peut avoir des conséquences énormes sur ces sociétés, mais énormes. J'ose même pas imaginer. Est-ce que les gens vont commencer à se poser des questions? Est-ce qu'il avait toute sa tête? Est-ce que rien que la fois où il a fumé un joint au podcast de Joe Rogan, ça avait eu un impact. Il avait juste fumé un joint, dans un état où c'était permis. Donc rien d'illégal. Et en fait, au final, il ne faisait ni de mal aux autres ni de quoi que ce soit, mais il avait eu énormément de problèmes. Donc d'un point de vue purement business, déjà on le voit, il y a énormément de soucis pour que ça puisse se faire. Je pense pas que tant des actionnaires que les autres le puissent faire. Par contre, si tu gagnes mais vraiment de manière incroyable, mais ta société remonte. Parce qu'il y a un troisième enjeu, je terminerai par mon monologue par ça, c'est aussi l'aspect sociétal. C'est-à-dire que c'est deux visions du monde qui se confrontent. On le sait, Elon Musk est plus à droite et plus pour la liberté de manière générale, et Mark représente plus la gauche, les démocrates de manière générale aux États-Unis, et un petit peu tout ce mouvement, bon, j'exagère, mais woke, où on voit toutes ces choses plus progressives qu'on peut ou peut pas faire. Et donc, c'est deux mondes. Il y a Twitter, il y a Thread, enfin, c'est tellement de choses qui sont en jeu qu'en fait, ça devient même une bataille quasi d'idéologie. Et donc, je pense que les retombées peuvent être monstrueuses. Pour notre sport, ce serait incroyable. Mais je crois que ça pourrait être la meilleure chose qui pourrait arriver au MMA. Si le combat est beau et il n'est pas trop bizarre, ça pourrait vraiment être super intéressant. Ouais. Mais d'un point de vue factuel, je ne vois pas comment ce combat pourrait avoir lieu avec tous les enjeux que ça comporte. Méga intéressant tout ce que tu as dit. Méga intéressant. Il y a un petit élément, je rajoute juste. T'imagines le walkout. Tu marches sur quelle musique, comment tu fais, quelle sécurité tu mets en place. Le walkout, je crois que c'est le plus de pression que qui que ce soit ait jamais eu. T'as une arène, le monde entier qui est en train de regarder, ta société qui est en jeu, ta réputation, tout. Enfin, la pression que tu dois avoir au moment où tu rentres dans l'octogone, c'est un truc de malade. Vraiment malade. Alors, je vais digresser de ouf et je vais faire une parenthèse de malade parce que tu as dit quelque chose de très intéressant par rapport, tu sais, si tu encaisses un KO et que ça a des conséquences assez graves parce que Elon a 52 ans, donc bon, c'est la première chose. Hein, si le combat se fait, s'il vous plaît, qu'il s'assure médicalement d'être apte à combattre avec tous les tests médicaux qui sont nécessaires, IRM, ambulatoire, etc., etc. Alors, ce week-end, j'ai regardé une vidéo qui est super intéressante, qui s'appelle l'iceberg de l'horreur existentielle, 42 théories terrifiantes sur l'univers. Je recommande. Elle est incroyable. Enfin voilà. Je vais pas la décrire ici. Et dans cette vidéo, on entend que Elon Musk dit qu'il y a une chance sur 1 milliard qu'on soit dans une réalité, qu'on soit dans la réalité. Selon lui, on est dans une simulation. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la simulation. Ouais. C'est ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il accepterait ce combat. Parce qu'en fait,
lui, il est persuadé qu'on est dans une simulation, donc, ben, tu vois, F it, tu vois. Donc En lui, il fait, se dit, bah, les conséquences sont pas graves. On n'est pas dans la réalité, on est dans une simulation. Donc voilà, je fais juste une parenthèse parce que je trouvais ça marrant à mettre sur la table c'est une théorie, par rapport à son franchement, c'est âge une et tout. théorie super intéressante, mais À bon, fond. là, maintenant, j'ai vraiment plongé dedans. Ça vient d'un philosophe qui s'appelle Nick Bostrom Ouais. et qui explique qu'il y a 5 principes, que si ces 5 principes sont réels, alors ce que vous êtes dans une simulation. Et franchement, c'est super intéressant. Ça vaut vraiment la peine. J'ai déjà eu des conversations ultra deep là-dessus. Ce sera un autre podcast un jour et probablement pas sur cette chaîne, mais de manière générale, voilà, c'est un truc pour ceux que ça intéresse, c'est assez intéressant. Mais la seule chose, c'est que il y a une chose qui est vraiment le plus important pour Elon Musk, c'est sa vision qu'il a du monde. Mhm. C'est-à-dire, il pense vraiment que le monde, qu'on va probablement, si on n'a pas la possibilité de quitter cette planète, on est voué à la mort en tant qu'espèce, Mhm. espèce humaine. Hein. Et donc, du coup, c'est pour ça que Tesla, la mission, c'est l'accélération vers un monde vers un monde plus écologique, etc., etc. Et donc, ce qu'il fait de manière générale, c'est il met en parenthèse sa vie pour pouvoir arriver avec des horaires incroyables à diriger Mhm. SpaceX pour pouvoir aller sur Mars. Et donc, je me dis que même si ce serait un plaisir, parce que je crois vraiment, je le crois quand il est intéressé par ce combat, j'ai pas l'impression que ce soit juste, Mhm. tiens, un effet marketing. Il est au courant du fait que l'effet marketing peut être quelque chose de bien pour lui, Ouais. parce que ça le montre comme un mec alpha qui est prêt à prendre ses responsabilités, à se battre, enfin, tout ça. Mais je pense que ça vient en dessous de son rêve d'aller sauver l'humanité, selon ses dires. Hein. De nouveau, c'est juste quelque chose de factuel, c'est ce que lui dit, c'est pas notre opinion. Et basé là-dessus, je me dis juste, tu te vois t'entraîner jusqu'à la fin du premier quarter comme un malade, essayer d'apprendre tout ce que c'est que le MMA. En plus, tu n'y arriveras probablement pas parce qu'en un an, c'est pas possible d'apprendre autant. Il a 50 ans. Je me dis, la première phrase qu'il a dit, c'est ma technique, c'est de me coucher sur mon opposant et ne plus bouger. C'est la technique du phoque. Bon, ça, ça a le mérite d'être analysé vu son poids et sa hauteur par rapport à Marc, mais bon, pas plus que ça, quoi, tu vois. Ouais, non, non, mais c'est intéressant parce que j'aime bien ce que là t'es en train de toucher un point important. Je trouve, c'est si le combat était amené à se faire, le plus important c'est l'aspect marketing qui tournerait autour de ce combat, C'est ça. comme tu l'as dit, parce que ça rapporterait tellement de nouveaux regards sur le MMA que pour nous évidemment c'est ultra positif et qu'il faudra Mhm. faire en sorte d'avoir une communication qui est extrêmement positive et extrêmement inspirante et respectueuse envers les deux parce que c'est ce que je dis tout le temps quand tu as leur stature, quand tu as leur Mhm. statut, enfin, ils sont pas obligés de faire ça. T'es pas obligé de En t'exposer fait, dans un combat, tu vois. non, non, c'est ça. Et, et Pour donc moi, ça je force le voulais respect. juste dire un petit truc, hein, pour donner une idée de ce que le combat pourrait peser. C'est une estimation, c'est pas un fait. C'est vraiment un truc personnel, mais je pense. Il faut prendre toutes les paillettes, paillettes, toutes les pincettes. Il faut prendre toutes les pincettes maintenant sur Internet. Mais voilà, je pense vraiment que il y a il y a eu certains autres sports qui ont été touchés par des éléments externes et qui ont fait que le sport a pris une ampleur incroyable. On pense par exemple à la Formule 1. La Formule 1 était quantifiée à je ne sais plus combien de milliards et ça a probablement fait x2 après que Netflix ait fait le documentaire sur la Formule 1. On l'a vu avec euh, d'autres événements. Par exemple, le poker était en train de mourir et il y a eu un gars qui s'appelle le Moneymaker à l'époque qui, lorsqu'il est devenu champion à partir de Cent, il a fait plusieurs concours, il arrive à rentrer au championnat du monde, il gagne des millions et là, c'est une explosion de tous les sites et enfin, je sais pas si vous vous rappelez, il y a une époque où le poker c'était Mhm. vraiment très 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 à la mode. Et donc du coup, pareil avec les échecs. On l'a vu avec Queen's Gambit, J'allais le de dire. nouveau. Donc, on peut voir que, je sais plus, je crois que ça avait fait 500% de plus les téléchargements vers les sites Jeu d'échecs. d'échecs, des achats de plateaux, enfin de boards. Donc du coup, je me dis, admettons qu'on fasse x2, x3, x4, x5. Admettons, si on fait x3, en termes d'argent, le MMA, donc l'UFC, on va juste prendre l'UFC, vaut peut-être, je crois que c'est 12 milliards. Ça peut être un combat à 24 milliards. Surtout que tu ne dois pas regarder toute la série, il suffit de regarder un combat, toutes les chaînes vont en parler beaucoup plus que les séries. Je crois même qu'on parle de 50 milliards juste pour la possibilité
de croissance du MMA. Donc, c'est tellement gigantesque que moi, tout ce que j'espère, c'est oui, parce que là, du coup, je crois que même ta chaîne, l'implication pour ta propre chaîne serait énorme. Donc, Notre chaîne. Voilà. Notre chaîne. Non, c'est clair que pour ceux qui sont qui baignent dans le MMA aujourd'hui, il y a tout à gagner. T'ouvres une salle. Du jour au lendemain, tu vas avoir de plus en plus de demandes d'inscription. Encore une fois, si le marketing est bien fait autour de ça, la communication est bien faite, ça va donner envie aux gens de suivre, de s'inscrire, de pratiquer, parce que ça va casser tellement de barrières avec une bonne communication. Donc, sur le point de vue business, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Il y a certainement des choses qu'on oublie parce qu'on pourrait parler de ce combat pendant des heures et des heures et des heures. Et j'espère en reparler un jour si jamais ça se confirme. Ah oui, on va devoir le refaire. Je crois qu'on fera un podcast tous les jours, du coup. Ouais, et puis on va faire des podcasts à la Joe Rogan, tu vois, 3 heures, no stress. Donc, du point de vue sportif, moi, honnêtement, au début, j'étais là, genre, c'est juste un combat d'amateur, mais étant donné qu'ils ont accès à tout ce qu'ils veulent avec l'argent qu'ils ont et la notoriété qu'ils ont, j'ai quand même un certain attrait. J'ai vu une photo de Zuckerberg avec Volkanovski et Adesanya. J'ai vu une photo de Elon Musk avec Georges Saint-Pierre, John Danaher et Lex Fridman. Lex Fridman, c'est pas un coach reconnu, c'est pas un combattant reconnu, c'est un grand podcasteur qui est quand même ceinture noire de Jiu-Jitsu. Donc, il y a cet attrait sur les questions genre comment est-ce qu'ils vont se préparer. Imagine, on annonce le combat dans cette semaine-ci pour dans 10 mois. Toi, en tant qu'entraîneur, tu te dis, OK, j'ai 10 mois pour préparer ce gars-là pour un combat contre un autre novice. Quelle stratégie est-ce que j'adopte? Et d'un côté, tu vois un Zuckerberg qui est déjà ultra passionné par le MMA en tant que fan et qui est déjà pratiquant et compétiteur de Jiu-Jitsu. Il a fait une compétition de Jiu-Jitsu en kimono et sans kimono. Il a gagné des combats, ceinture blanche, mais quoi qu'il en soit, il est déjà pratiquant. T'as dit, il a une shape de sportif, donc il y a déjà ça dans son bagage. Mais City Kickboxing, donc là où s'entraîne Adesanya, là où s'entraîne Volkanovski, c'est principe anti-lutte, anti-grappleur, pied-point. À voir, tu vois. Et de l'autre côté, t'as John Danaher seul, Georges Saint-Pierre, shoot boxer, karaté, fight IQ de ouf. Donc stratégiquement, c'est intéressant. C'est ultra intéressant. Alors j'ai donné des petites stats parce que tout ça rentre en jeu. Tu l'as dit, Musk 52 ans, Zuckerberg 39 ans, physiquement actif pour le moment. Donc à ce niveau-là, tu vas mettre évidemment beaucoup de poids du côté de Zuckerberg qui a un petit avantage. En termes de taille, 1m80 pour Elon Musk, 1m75 apparemment, j'ai vu 71, j'ai vu 75 Elon pour Musk Zuckerberg. fait que 1m80, je crois. Il a l'air énorme. C'est ce que j'ai trouvé d'après. Donc prenez avec des pincettes. C'est vraiment sur un site référence que j'ai trouvé ça. Mais j'aimerais te retrouver parce que je me rappelle qu'il y avait une interview avec MKBHD, un autre YouTuber qui est aussi très très grand, 1m95, et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas tellement de différence. Donc j'ai l'impression qu'il faisait plus 1m85, 1m90. Donc ici, 1m87, une autre. Et voilà. Voilà. Donc plutôt 1m80. Ouais, donc on va partir sur 10 cm d'écart entre les deux en termes de taille. En termes de poids naturel, Elon Musk apparemment 82 kilos et il aurait déjà dit à Dana White qu'il voulait pas cutter, qu'il voulait pas faire de diète ni quoi que ce soit. Donc ce serait un combat open weight puisque Zuckerberg est à 70 kilos et sa compétition de Jiu-Jitsu, il l'a fait en featherweight donc à 65,6 kilos. Donc il y a une sacrée différence. Donc si le combat était amené à se faire, soit tu fais du open weight, soit tu fais du middleweight, ce qui signifierait que Zuckerberg doit prendre 8 kilos. Il devrait être à 78 kilos parce que s'il est en dessous de 78, il peut pas. Tu vois, en MMA, on parle toujours de pas dépasser, mais la réalité, c'est qu'en fait, si tu es en dessous de la limite basse, le combat est également annulé. Les cotes de Paris, c'est plus 140 pour Elon Musk, moins 160 pour Zuckerberg. Donc, il y a déjà des sites de Paris qui ont dit, OK, le combat va peut-être avoir lieu, ce qui signifie qu'on donne Zuckerberg favori à 60%. Pour deux raisons, âge et le fait qu'il s'entraîne déjà. C'est ça. Et donc moi, ça m'intrigue parce que je me dis, voilà, je suis dans le coin de Elon Musk, je me dis, on doit jouer sur le poids. Donc, on va devoir travailler ta lutte offensive et on va devoir faire un combat chiant. On va pas chercher le KO. Je pense, il y a un élément en plus. C'est Georges Saint-Pierre a dit que, et je le pense vraiment, que Elon Musk avait beaucoup de force. Et je pense que c'est pas le cas. Je parle d'un point de vue naturel. Je crois que c'est pas le cas de Mark Zuckerberg. C'est difficile de juger, mais en tout cas, je crois qu'on en aurait déjà entendu parler. Par contre, Georges Saint-Pierre l'a dit de Elon Musk. Il a dit vraiment, il a beaucoup de force. Donc,
Et en Ouais. plus, quel corner. Le fait que t'as Georges Saint-Pierre d'un côté et t'as Volca Isra de l'autre, c'est incroyable. C'est Et vraiment incroyable. Danaher, mec, Danaher, c'est le mec au sol pour le sol. Donc moi, honnêtement, du point de vue de Musk, je chercherais vraiment à bloquer le combat, tu vois, venir coller à la cage. Si j'arrive à mettre au sol, venir vraiment bloquer au sol, rester un minimum actif pour que ça reste au sol, mais pas spécialement chercher le finish. D'autant plus que ça, c'est très intéressant, c'est que si tu t'entraînes avec Danaher, il y a quelque chose de très important avec lui, c'est que il le dit tout le temps. Moi, quand tu t'entraînes chez moi, les 6 premiers mois, tu fais que de la défense. Parce que les 6 premiers mois, tu vas tomber que contre des mecs plus forts que toi. Quand tu tombes contre des mecs plus forts que toi, tu vas passer ton temps à défendre. Si je t'apprends à faire des étranglements, des clés de bras, et que tu es chaque fois contre un gars plus fort que toi, tu vas même pas savoir appliquer ce que je t'ai appris. Mais ici, Danner va peut-être devoir changer sa façon de donner cours parce qu'il doit partir du principe que c'est tellement intéressant. Tu vois, j'arrive à m'intéresser à ce C'est un monde, c'est combat. un truc de fou. Ouais. Et je trouve Et ça, c'est ça le pire, c'est que au début, je croyais que c'était une blague. Je me dis, ok, ça va, c'est drôle. Et puis, ok, tu crois qu'il y a qui est mais sans réflexion. Mais là, maintenant, vu tout ce qu'on est en train de dire, tous les enjeux, les personnes derrière, etc., ça devient intéressant, quoi. Ça devient vraiment ouais, intéressant. ouais. Et donc c'est l'autre point. Donc il y a le point de vue stratégique. Je vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça fait un très bon sujet à part. Mais bon, là vous avez compris que vraiment par rapport au poids, à l'âge, à la taille, avec qui tu t'entraînes, il y a des pré-stratégies, des game plans à mettre en place parce que il faut observer les combats amateurs. Les combats amateurs encore aujourd'hui, ou plutôt novices, quand les gens s'entraînent que depuis 1 an, c'est souvent le grappleur qui va gagner parce que avec l'adrénaline, la précipitation, ça va très vite au clinch. Il n'y a pas spécialement de je donne ma vie pour défendre une amenée au sol, donc comme j'ai peur des coups debout, j'accepte plus facilement d'être dos au sol, comme ça je peux conserver, tu vois. Et dans cette logique là, tu dois peut-être un peu avoir cette stratégie de on fonce, on bloque, on prend les positions et on gagne comme ça la décision. Donc ça c'est sur l'aspect stratégique. Maintenant il y a l'autre truc qui moi me dit que c'est bien pour donner envie aux gens de commencer le MMA, c'est quel niveau est-il possible d'atteindre en 10 mois d'entraînement, en sachant que eux, ils ont accès aux meilleurs entraîneurs, voilà. Mais ce sont des grands chefs d'entreprise, donc en termes et c'est là où ça peut bloquer, c'est tu peux pas t'entraîner à fond comme un combattant professionnel et en même temps avoir un boulot à responsabilité. C'est impossible. Les deux te Et une demandent famille, et beaucoup une trop famille. d'énergie et encore une famille en plus. Ça c'est impossible. Donc, est-ce que tu t'entraînes juste pour le strict minimum ou alors tu prends ça au sérieux? Mais dans ce cas-là, tu délègues tes business à des personnes de confiance. Mais en tout cas, si le combat se fait et que les deux prennent une préparation au sérieux en s'entourant des meilleurs, je suis vraiment curieux de voir quel niveau ils peuvent atteindre. Je vais prendre Jake Paul comme exemple. Jake Mhm. Paul, ancien youtubeur, tout le monde se moquait de lui. Il avait des aptitudes physiques initiales. Honnêtement, le niveau qu'il a atteint sur le peu de temps qu'il s'est entraîné, de par le fait que il peut se libérer beaucoup de temps et qu'il peut accéder aux meilleures salles d'entraînement, aux meilleurs entraîneurs, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant, c'est assez inspirant. Et donc, si on peut avoir ça de Elon et de Marc, j'ai y arrivé. Euh, je trouve que ça pourrait être inspirant pour pas mal de personnes, surtout si tu fais un peu des vlogs sur leur façon de s'entraîner. Encore une fois, des interviews de leurs entraîneurs qui sont les têtes du MMA. Il y aurait beaucoup à apprendre, même pour les personnes qui sont très avancées dans le MMA. Je pense que si tu as des Le interviews de gens... documentaire Netflix qui suit, en plus, c'est sûr et Ah, non, certain. franchement, plus j'en parle, plus je me motive à vouloir ce combat. Mais ouais, mais enfin, en tout cas, c'est sûr et certain que, dis-toi, si nous on y pense à notre petit niveau, c'est sûr et certain que derrière, tu as des boîtes d'agences de communication, des PR, enfin tout ça qui sont derrière et qui vont se dire, OK, comment ça se passe? D'office qu'ils l'ont analysé. C'est sûr et certain que ça a été Mhm. analysé. C'est pas juste, tiens, on a fait cet effet d'annonce et voilà. Moi, je me Ouais. demande, en fait, il y avait un autre exemple de quelqu'un qui avait une très mauvaise condition et qui a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un ami à toi, à moi, pardon, mais tu as déjà fait quelque chose avec dans le MMA. C'est Average Rob. Donc c'est un YouTuber pour ceux qui le connaissent pas. Il a fait quelque chose de vraiment incroyable. En quelques mois, il avait une condition physique qui était, il mangeait pas une grande hygiène de vie. Il sortait de temps en temps, plus pour le boulot, mais il sortait. Il mangeait n'importe quoi. Il faisait des vidéos sur tout ce qu'il mangeait et puis il décide de faire un Ironman et avec son frère.
et il montre l'entraînement à travers les mois. Je crois que c'est en 8 mois, si je me rappelle bien. Et il arrive à faire un temps, mais tout à fait correct. Il arrive, mais il pleure de joie. C'est une vidéo qui m'a donné des frissons. Rob, si tu nous vois, je te salue. Vraiment, j'adore ce que tu fais. Il va nous voir, on va le taguer. Ok, ça va. Donc du coup, ouais, je le trouve vraiment. Ça a été super inspirant et il a montré ce qu'il était possible de faire. Mais par contre, c'est devenu sa vie. C'était pas du tout, je le fais à moitié, c'est qui plante, c'est deuxième fois, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il était toujours là. Donc du coup, je pense que ça aurait été intéressant dans ce contexte-là. Je me demande juste, est-ce que ça vaut vraiment la peine s'ils le font à moitié, quoi. Voilà, c'est plutôt ça. Mais ouais, c'est exactement ça en fait. Moi, s'ils le font, j'ai envie qu'ils le fassent à fond. Et comme j'ai dit, que ce soit sur les checks médicaux, que ce soit sur l'entraînement, que ce soit bon la promotion, on sait que l'UFC et eux-mêmes vont mettre un maximum pour qu'ils aient quelque chose à en tirer parce que ce sont des grands m'inquiète entrepreneurs. pas du check médical. Hein. Le check Ouais. médical, je sais qu'ils sont tout le temps avec des médecins, etc. Donc, Oui, c'est clair, c'est clair. Et puis, ils ont même une boîte, je pense qu'une boîte qui est spécialisée dans tout ce qui est médical. Donc, enfin voilà. et en fait, je m'en fais même pas sur la préparation parce que je me dis, ce sont des grands entrepreneurs, ils connaissent la valeur du retour sur investissement. S'ils se disent, je le fais, ils ont besoin d'un retour sur investissement et donc ils vont tout calculer. Ils vont calculer, ok, j'investis autant d'heures là-dedans, il faut que je tire autant de bénéfices. Et quand je dis bénéfices, c'est pas au sens financier, c'est à tous les niveaux, au sens humain, et la etc. partie analytique aussi, c'est des gens qui vont voir ça d'une manière très différente d'une personne lambda. C'est aussi, je crois que il y a une raison pour laquelle Zuckerberg est fasciné par le jiu-jitsu, c'est que tu as tellement de possibilités, tu dois vraiment connaître le corps par cœur et comprendre les mécaniques. Enfin, c'est un truc de nerd, hein. Franchement, c'est pas juste simplement tiens, voilà, on voit, comme je disais, qui frappe le plus fort. Il y a vraiment des, enfin, c'est pas le slap machin de Dana White, quoi. Non, et il a un esprit de compétiteur, hein, parce que j'ai vu un de ses combats en jiu-jitsu et tu vois vraiment, genre, il vient, c'est en nogi, donc sans kimono, il vient agripper le rage guard de son adversaire pour pas qu'il passe une position. Donc c'est un peu le truc de, tu vois, Anderson Silva avait fait ça contre Chael Sonnen, Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov, et c'est de la triche, mais ça démontre aussi genre je suis prêt à tout pour gagner. Et ça j'aime bien, tu vois. Et donc ouais, je me suis amusé à regarder avant le podcast un combat de Zuckerberg au sol. Bon, tu vois clairement que c'est une ceinture blanche, mais tu vois clairement que le gars est passionné par ça parce que c'est de la réflexion, tu vois, c'est vraiment de la compréhension du corps humain. Je fais ça, il fait ça. Tu sais, c'est fort la mentalité des informaticiens. J'ai fait des études d'informatique, donc je sais un peu la structure enfin, non, je vais pas me comparer à lui puisqu'il a une structure fois 1000 par rapport à la mienne, mais il y a vraiment ce truc de tu expliques à un ordinateur ce qu'il doit faire et donc lui il aime bien parce que le jiu-jitsu c'est vraiment ok, lui a 4 possibilités, donc pour bloquer ces 4 possibilités je vais faire ça, sauf que j'ai en bloqué 3, comme ça je peux anticiper qu'il peut faire la 4e et je pars sur enfin je gagne une position parce que j'ai anticipé ce qu'il allait faire et je sais que c'est son kiff. Donc ce combat là, ben je crois qu'on va en arriver à la question, est-ce que tu es pour ou contre? Et vu comme on en a parlé, les gens peuvent deviner notre avis. Il y a les deux. Attends. Pour une fois que j'y pense en plein milieu de podcast, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et dites-nous si vous êtes pour ou contre ce combat et surtout pourquoi. On aime bien échanger en commentaire. Donc vas-y, je t'en prie. Non, c'est bien. T'as pas oublié. Du coup, faites-le. Vas-y, il m'a interrompu, donc ça vaut la peine. Donc du coup, là, moi, je suis pour en tant que fan. Et même d'un point de vue purement business, pour nous, ce serait incroyable. Maintenant, pour eux, si je bossais pour une boîte RP, etc., je le ferais que si j'étais à 85-15 de gagner contre l'autre. Et je me dirais, OK, et encore, même le 15%, tu payes tellement cher. Donc non, en fait, non, à la grande réflexion, je le ferai pas. Je dirais, si j'étais le conseiller, je dirais ne le fais pas. Mais si, mais si c'était pour nous, je serais vraiment super content parce que, comme je l'ai dit, rien que d'avoir des nouvelles personnes qui puissent apprendre sur le sport, c'est quelque chose qui pourrait vraiment nous apporter beaucoup, même d'un point de vue avoir des nouveaux combattants, des nouvelles personnes qui se disent tiens j'ai envie de faire comme. Enfin franchement, ça pourrait être peut-être que il y aurait plus de budget pour les fédérations. Enfin il y a tellement de choses qui pourraient être positives si jamais ils le font que ouais je rêverais de ça. C'est horrible à dire comme ça, j'aurais jamais pensé ça, mais ouais j'en rêverais, ouais. Alors, j'aime bien parce que tu as séparé le pour ou contre en te mettant à la place d'un conseiller des deux et en te mettant à la place du fan. Alors moi, je vais te dire, si je suis conseiller dans des deux, je suis pour. Ah, c'est vrai? Ah ouais, parce que je suis un méga fan de MMA.
Ouais, mais Non, bon, voilà. non, Un je te conseiller rejoins. éthique, un conseiller éthique. Non, non, non. Je pense que si effectivement je suis un conseiller, je leur dirais, mec, utilise le temps que tu veux là-dedans pour développer d'autres choses et il y a un plus De- grand retour sur investissement. Mais après, voilà, Et bon, et pour mon conseil, ça fera 200 000 dollars. ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Et par contre, en tant que fan, clairement, je suis pour, mais avec certaines, avec une condition en fait. Donc ici, on est parti de l'hypothèse dans ce podcast que ce serait à l'UFC 300. Je serais pour si c'est pas le main event. Ah oui, Je, je ben, trouve je que sais ça. pas, allez, quel combat est-ce que tu vas faire après? Non, franchement, non. Mais non, Là, je suis non, pas mais en d'accord. fait, Quel juste combat tu vas faire après ça? écoute-moi, écoute-moi. Si c'est le combat d'ouverture de la carte principale, les gens payent le pay-per-view Ouais. pour le premier Mais combat. ouais, Ils vont mais regarder le non, mais premier. Et je après, peux t'es pas. dans ta soirée, tu vois, t'es là dans ta soirée, t'as Non, jamais mais vu du écoute, MMA, je t'as crois que payé ton truc, t'as vu le bête combat de Zuckerberg contre Elon Musk. Et après ça, t'as 4 combats de fou. Tu vas dire, oh, c'est ça le vrai niveau MMA. Je kiffe ce sport, je m'inscris ouais, demain. mais non, 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 je crois que tu dois faire la même chose franchement, objectivement. Là, je pense juste business et je sais que d'un point de vue sportif et tout, mais là, je mets ma casquette promoteur que je suis pas et je me dis juste, écoute, t'es obligé c'est la cerise sur le gâteau, c'est le meilleur DJ à la fin des festivals. T'es obligé d'avoir la fin du film, c'est le meilleur moment. Donc, en gros, je crois que tu es obligé de mettre tes petits popcorn, tes ribs et tout ce que tu veux et tu fais ta famille. Tu commences pas par ça parce qu'après tu vas faire bon, ok, mais après l'énergie diminue. Non, là tu vois la préparation pendant que les autres se battent, tu dis oh ils vont faire ça, ça va être incroyable. Enfin tu vois, genre ouais non. Ouais, ouais, c'est vrai qu'en fait le problème c'est que si t'as ce combat-là, proportionnellement, t'aurais que quoi, 15%, 20% Même, de vrais même fans pas, MMA, même pas, même même pas. pas en Je crois fait. qu'il y a même des chefs d'État qui vont regarder ça. Je crois que, sans exagérer, mon père regarderait ça en se disant, enfin, même par curiosité, en se disant, même possible en étant un peu hautain de temps en temps, certaines personnes pourraient dire, ah, je suis au-dessus d'eux, regarde, ceux-là, ils combattent dans des cages, c'est n'importe quoi. Mais quand même, regarder. Un peu comme quand tu regardes, je sais pas moi, des trucs de télé-réalité, etc., où tu juges les gens, mais tu regardes. Bah, c'est pareil. Mm. Voilà. J'ai quand même, attends, parce que tu as parlé de festival. Je vais essayer de faire une métaphore, une analogie, elle a rien à voir, tu vois. Ok, Imagine Elon Musk est à Tomorrowland. ouais. Tu le mets, et c'est lui qui mixe, tu vois. Il n'y a pas quelqu'un qui a mixé pour lui. Donc il va te mixer, ça va Ouais. ressembler à rien. Ouais. Est-ce que tu le mets vraiment comme dernier DJ? Parce qu'en gros, Mais justement, comme il est tu mauvais, ton viens de me ambiance, dire elle la va. réponse. La réponse est dedans. En fait, le truc, c'est que Elon Musk, d'ailleurs, était à un festival au Mexique, je tiens à le dire, à la soirée de Refuse du Sol. Donc, il aime bien la musique électro, comme ça, les gens le peuvent savoir. Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que est-ce que il y aurait 95% des gens qui se déplacent pour voir Elon Musk faire DJ? Je ne pense pas. Ouais. Donc, du coup, la majorité des gens qui sont là pour écouter de la bonne musique. Donc, là, je fais l'inverse. Je mets Elon Musk en début de journée et je vais regarder, il y a Elon Musk qui est là, il est DJ à 16 heures perdues, si tu veux. Mais la musique, c'est différent. Je crois pas qu'il y a des gens qui vont se déplacer pour écouter Elon Musk faire DJ, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se déplacer pour se mettre des pains avec C'est Mark vrai. Zuckerberg. C'est vrai parce qu'en plus on a l'exemple avec DJ Diesel qui était connu en tant que Il y basketteur en a comme plein. Il y Shaquille a Shaquille O'Neal. O'Neal. Shaquille Mais c'est O'Neal, lui. ouais. Mais Ouais, c'est c'est ça. lui. Il y a DJ Shaquille O'Neal. Diesel. Il y a Paris Hilton. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a Ouais. vraiment, vraiment beaucoup. Donc, et au final, est-ce que tu as déjà dit, oh, je suis impatient d'écouter le set de Paris Hilton? Enfin, je sais pas, c'est pas. Non, 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 certainement pas. Shaquille Ben O'Neal, voilà. je serais plus intéressé, tiens, parce que déjà c'est Bah, de j'ai la écouté, dubstep. il met de l'ambiance. Le gars, il fait Ouais. des trucs à Las Vegas, etc. Bon, là, sinon, on va rester trop longtemps dans le truc festival. Mais juste pour terminer cette phrase, le gars met une chouette ambiance, mais techniquement, c'est pas un DJ que tu te dis, waouh, truc de fou, c'est incroyable, quoi. Mhm. Voilà. Ouais. On va finir sur nos pronostics. On va quand même s'égarer là-dedans. Tu l'as dit en début de podcast, c'est un peu aléatoire, mais tu vois, par rapport à ce que j'ai dit avec de qui tu t'entoures, quelle est la stratégie que tu peux mettre en place, tu as 10 mois pour te Ouais. préparer. Il y en a un qui part avec une meilleure base, avec un meilleur physique, l'autre qui est plus lourd. Quand tu quand tu mets tout ça en parallèle, est-ce que tu es d'accord avec le 60-40 à l'avantage de Monsieur Facebook? En fait, moi, j'aurais changé la stratégie par rapport à Elon. On Hmm. a parlé de la stratégie de Zuckerberg. Non, Moi, c'était Elon, Elon, hein? non, ouais, pardon, on a parlé de la stratégie d'Elon. Moi, je ferais peut-être un autre truc.
c'est bizarre ce que je vais dire, mais peut-être un peu de Duplessis, tu vois, un truc un peu bizarre, où tu sais pas trop juger le temps et tout, mais genre, tu rushes, t'espères que ton cardio tient et t'essayes de knock-out l'autre. En fait, je pense vraiment que si Elon arrive à connecter, je crois que ça va faire vraiment très très mal à Zuckerberg, mais Hmm. je crois qu'il aura pas de cardio. Voilà, on n'en a pas parlé, mais voilà ce que je pense. Donc du coup, je dirais 55 Zuckerberg parce que son sol, voilà, je crois qu'il a trop d'avance. Et je crois que Hmm. si ça va au sol, c'est mort, même si il en est plus lourd et tout ce que tu veux. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir un truc de, je vais y aller à la barbare et je vais essayer de le connecter. Et au final, ce serait la victoire la plus incroyable pour Elon que je pense qu'il voudrait avoir. Voilà, donc En fait, mais c'est tellement intéressant parce qu'en fait pendant que tu parlais j'étais en train de me dire ouais ok Elon il peut vraiment bien progresser au sol avec Danaher. Je pense que Danaher c'est un génie pour prendre quelqu'un très rapidement comprendre son profil pédagogique, très rapidement comprendre là où il apprend mieux que enfin sur quelle son phase il apprend morphotype, hein, mieux son morphotype et aussi. et du coup créer une programmation d'apprentissage optimale pour qu'il atteigne un certain niveau. Et en plus de ça, il aurait cet intellect de pouvoir se dire, OK, l'autre, il s'entraîne à City Kickboxing, donc il aura un système anti-lutte intéressant. Mais, un truc qu'on n'a pas dit, c'est il y a aussi notre ami Craig Jones Ouais. de ce côté-là. Et donc, Ça se voit que t'es à fond dedans. Ça se voit que t'es en train de te faire des films. Mais ouais, j'aime bien. Moi, je pense juste que, franchement, ah là il là y a là plein de là. trucs comme par exemple, ce qui me fait peur, c'est le cardio dans le truc. On oublie, mais quelqu'un qui a déjà fait un round, bêtement un round de 5 minutes, un, pas 3, pas 5, se rend déjà compte que pour quand tu débutes, c'est tellement énergivore, mais tellement énergivore. Je pense que Elon Musk serait fatigué à la fin de 2 minutes ou 3 minutes. Et je me dis, la seule chose qu'il peut faire pour moi, c'est blitz. Voilà, c'est ce que je pense, tu vois. Ouais, et alors, je voulais rebondir dessus, j'ai oublié, heureusement que tu fais, tu me le rappelles. Bon, en 10 mois, il y a quand même moyen de vachement améliorer sa condition à l'image de Average Rob. Alors, Average Rob, il est beaucoup plus jeune que Elon, mais il venait de très très loin d'un point de vue santé, monsieur Burger et frites. C'est pas une insulte, hein, Average. Euh, mais par contre, pour, tu sais, Blitz, à la Dricus, il faut une certaine explosivité. Et j'ai l'impression que, tu sais, quand tu as un poids plus lourd contre un poids plus léger, la vitesse est à l'avantage de Zuckerberg et donc la réactivité aussi. Elon Musk, c'est plus sur le poids. C'est pour ça que moi, je resterai vraiment Ouais, c'est vrai. sur C'est cette vrai. stratégie de viens, comme un gros koala, tu vois, Broup, au sol et puis je bloque tout. D'autant plus que, ok, Zuckerberg, il a une avance, mais ça reste une, enfin, tu vois, je veux pas être insultant, mais quand tu regardes les combats de sa compétition, il est pas prêt d'avoir sa bleue encore. Il est pas encore prêt d'avoir le niveau d'une bleue. C'est vraiment, c'est une ceinture blanche, une bonne ceinture blanche, mais il est pas à la frontière blanche-bleue. Il est encore dans son niveau de ceinture bleue, blanche. Il a une réflexion séquentielle. Il est encore fort dans la tension constante. Il est un peu moins dans le flow. Comme je dis, tout est réfléchi. Il n'y a pas encore de séquence naturelle, il n'y a pas encore d'anticipation du mouvement de l'adversaire. Je suis en train de sortir mon bras, il peut me prendre en triangle, je vais venir l'écraser. Tu vois vraiment que il sort d'abord son bras, l'autre menace le triangle, et c'est une seconde après qu'il dit ok, il faut que j'écrase pour passer la side control. Donc ouais, putain, je pars super loin. J'espère qu'il y a des spécialistes du sport qui ont encore suivi jusqu'ici. Mais donc tous ceux qui ont suivi et qui sont pas spécialistes du sport, voyez à quel point c'est intéressant le MMA. C'est un truc de fou quand même. C'est pas que de la bagarre. Incroyable. Euh, Non, c'est vraiment incroyable. Mais du bon coup, ça, ouais, moi, je reste convaincu que si Elon arrive à juste connecter, j'ai l'impression que c'est la seule manière pour. Ouais, je suis d'accord. Je dirais 60-40, avec tous les avantages et inconvénients de chacun. Je pense que ouais, c'est quelque chose de correct. eh ben moi je vais te dire, je crois pas que Elon serait capable de connecter parce que sur Ouais, la bon, vitesse, alors la tu gestion de donnes la combien, distance. tu donnes combien à Marc alors? Mais moi je donne 51-49 pour Elon. Je vais à Hein? l'encontre des codes de Paris. Ouais, parce que je te dis, stratégiquement, et j'ai vu tellement de combats amateurs entre novices dans ma vie. Alors je sais que le MMA a un peu bougé depuis, que sur 10 mois de temps, c'est difficile de faire de Mark Zuckerberg quelqu'un de, tu sais, gestion de la distance, bon déplacement, même si c'est avec Volkanovski et Adesanya qui sont probablement les deux meilleurs exemples de, tu sais, être cool dans la cage, être relax, bouger de gauche à droite, gérer la distance, feinter. J'ai l'impression que à un si petit
niveau avec si peu, 10 mois c'est petit sans être petit, mais ça va être difficile d'avoir un combat où il peut gérer vraiment à distance en permanence. Et je pense que même s'il a une avance au sol, John Danaher, il peut vraiment faire des merveilles avec une bonne stratégie. Tu vois, t'as le côté stratège de Georges Saint-Pierre, t'as le côté progression optimale de Elon Musk, t'as la différence de poids. Ok, là je rentre en jeu, mais je crois vraiment que Elon Musk pourrait offrir un combat pas spectaculaire, pas divertissant, mais avec ce mindset de gagner à tout prix, quitte à ce que je bloque le combat, tu vois. Et en plus avec cette différence de poids, tu peux considérer que Elon Musk peut se permettre d'encaisser l'une ou l'autre frappe dans le cassage de distance juste pour venir bloquer à la cage. Donc ouais, moi, c'est très difficile à dire, mais de prime abord comme ça, 51-49 si les deux ont des bonnes préparations. Donc il faut vraiment que Elon Musk se donne à fond, soit bien à l'écoute de Georges Saint-Pierre et de Danaher, et je lui donne plus de chances que les cotes de Paris. Bon, les plombs ont sauté chez moi. Donc ça a tout déconnecté ici. Donc nos excuses pour le stop en plein milieu. Non seulement il n'y avait plus internet, il y avait plus franchement les gars, mettez-lui un like à ce beau garçon. Il se bat, il en peut plus, il a plus de four. J'étais en train de faire des rips slow cooked pour ma femme, mon fils et moi. Je cuisine depuis 14 heures, il est 16h45, j'ai tout est nickel. Mon four ne s'allume plus. Les plombs sautés, ça a cassé mon four. J'en ai racheté un, c'est cool. On invite des gens ce week-end, j'avais prévu de faire des trucs au four, je crois que j'ai changé les plombs. Les plombs aussi, mais les plans. Bref, qu'est-ce que je disais? J'étais en train de dire que ouais, pour moi, je comprends totalement le 60-40 à l'avantage de Zuckerberg. Attends, je te laisse rigoler ou? Pardon, c'est juste, t'as frisé pendant tellement longtemps que c'est bizarre de revenir à la conversation. J'ai pris une douche, j'ai fait des courses, j'ai fait tout. On me connaît, je suis bavard. Donc ouais, je trouve que le 60-40 à l'avantage de Zuckerberg est logique par rapport à ce qu'on sait. Mais je pense sincèrement que par rapport au format de Musk et aux personnes desquelles il s'entoure, si le combat se fait en middleweight par exemple, je crois qu'il peut faire un training camp sur 10 mois qui lui permettrait de s'assurer une victoire stratégique. Donc je le mettrai à 51-49. Ah bah voilà, on est arrivé. On est trop content, on a réussi à finir ce podcast. Franchement, il était vraiment top. En tout cas, on s'est battu pour que vous l'ayez jusqu'au bout. On est revenu, on a rebranché tout, on a essayé via WhatsApp, etc. Donc ça va. Normalement, il était même un moment dans son jardin à essayer de se filmer. Il y avait la 4G qui fonctionnait pas. C'était vraiment n'importe quoi. Je vais le mettre en bonus à la toute fin, là, tu vois. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci. Ouais, donc comme dit, donc merci à toi John pour ton temps et ta patience de réenregistrer 18 fois la fin de ce podcast. Avec plaisir. Merci à tous ceux qui sont encore connectés maintenant. Si vous ne nous connaissiez pas, le petit abonnement fait plaisir, le petit like, le petit commentaire. Si vous nous connaissez, restez abonnés. Le petit like, le petit commentaire aussi, ça fait plaisir. John, à bientôt. À très vite. Ciao.